Le Royaume-Uni vient d'envoyer des ondes de choc à travers la Russie. Alors que le président américain Donald Trump retire l'aide à l'Ukraine, le Royaume-Uni intensifie ses efforts pour fournir des milliards supplémentaires en soutien. Il se prépare à envoyer les produits de actifs russes, saisis en Ukraine, s'opposant directement à l'approche de Trump envers la guerre. Alors, que vient de faire le Royaume-Uni avec les actifs russes? Pourquoi a-t-il choisi maintenant pour enfin débloquer ces milliards de dollars d'aide? Et que signifie tout cela pour l'avenir de la guerre? Le 1er mars, le Kiev Independent a rapporté que le Royaume-Uni avait signé un accord avec l'Ukraine pour fournir un type de prêt spécial. Ce prêt de 2,84 milliards permettra à l'Ukraine d'acquérir du matériel de défense auprès du Royaume-Uni et d'autres partenaires. Mais voici la partie la plus intéressante, ce prêt ne sera pas garanti par les actifs de la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, il est soutenu par les milliards de dollars d'actifs russes, sanctionnés, qui sont actuellement gelés au Royaume-Uni. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont salué l'accord. Selon Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des Finances, le Royaume-Uni poursuit son soutien à la défense de l'Ukraine. L'accord d'aujourd'hui, renforçant les capacités de défense ukrainiennes, le confirme. Rachel Reeves, chancelière de l'échiquier du Royaume-Uni, a exprimé des propos similaires sur le site web du gouvernement britannique. Elle a souligné l'importance d'aider l'Ukraine, déclarant « Une Ukraine sûre et sécurisée est un Royaume-Uni sûr et sécurisé. Ce financement renforcera les forces armées de l'Ukraine et mettra l'Ukraine dans la position la plus forte possible à un moment critique de la guerre. » Reeves voit ce prêt comme un investissement dans la défense du Royaume-Uni contre la Russie, autant que dans celle de l'Ukraine. Reeves a souligné que le prêt arrive alors que le Royaume-Uni se prépare à augmenter ses dépenses de défense à 2,5% de son produit intérieur brut, soulignant ce point. C'est 0,5% de plus que la recommandation de 2% du produit intérieur brut de l'OTAN, démontrant que le Royaume-Uni est prêt à faire compter son argent dans la lutte contre Poutine. Le prêt sera distribué en 3 tranches, chacune d'une valeur d'environ 950 millions de dollars, avec la première arrivée le 7 mars. Ce prêt s'ajoute aux 3,82 milliards de dollars annuels déjà engagés par le Royaume-Uni envers l'Ukraine, portant le total à plus de 4,7 milliards de dollars d'ici fin 2025. Ces mesures font partie du plan de changement du Royaume-Uni, qui inclut l'augmentation des 2,5% du produit intérieur brut d'ici 2027, le soutien à l'Ukraine, et la promesse de porter les dépenses de défense à 3% du produit intérieur brut à l'avenir. Le prêt est un coût massif porté à la Russie et un coût sournois aux États-Unis. Selon la Russie, le Royaume-Uni utilise ses actifs souverains gelés pour financer son plus grand ennemi. Le président russe Vladimir Poutine ne peut que regarder son propre argent être utilisé contre lui en Ukraine, alors qu'il tente de revendiquer plus de territoire dans le cadre de sa prétendue opération militaire spéciale. Néanmoins, cette décision aura un impact considérable à travers les États-Unis. Alors que la relation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky se détériore, ce prêt montre que le Royaume-Uni a choisi son camp. Il s'oppose aux méthodes actuelles pour arrêter la guerre. Il fournit plutôt à l'Ukraine les moyens de poursuivre le conflit. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. Il est crucial d'examiner la question des actifs russes gelés pour saisir l'importance de cette décision du Royaume-Uni. Avant l'invasion de Poutine, la Banque centrale de Russie avait investi environ 300 milliards de dollars dans des actifs en devises étrangères, tels que le dollar et la livre sterling. 30 milliards de dollars supplémentaires ont été investis par des oligarques et des fonctionnaires généralement proches du gouvernement russe. L'idée était de stocker cet argent en devises étrangères pour qu'il prenne de la valeur et soit récupéré plus tard. Toutefois, cette date n'est pas pour bientôt. Suite à l'invasion de Poutine, de nombreux pays détenant les actifs en devises étrangères de la Russie les ont gelés dans le cadre de leurs sanctions. L'argent ne pouvait être ni renvoyé en Russie, ni utilisé à des fins hors du pays. Le Royaume-Uni détient une grande partie des actifs russes gelés. Selon les estimations, la Russie détient environ 22 milliards de dollars liés à la livre sterling, mais la part appartenant à la Banque centrale russe et celle liée aux oligarques du pays reste incertaine. La majorité des actifs gelés sont liés au dollar américain, à l'euro et à d'autres devises comme le franc suisse et le yen japonais. Un débat a eu lieu sur l'utilisation de ces actifs, l'idée populaire initiale étant de les conserver pendant la guerre en Ukraine. Une fois la guerre finie, les actifs et leurs intérêts pourraient être libérés pour aider à reconstruire l'Ukraine. C'est une bonne idée en théorie. La réalité, c'est que la guerre de Poutine a causé plus de dommages à l'infrastructure de l'Ukraine que ce que les actifs gelés pourraient couvrir. De plus, l'argent est un outil puissant. Une meilleure utilisation pourrait être trouvée, comme conserver les actifs comme outil de négociation pour l'Ukraine lors des pourparlers de paix.
Zelensky pourrait les utiliser comme levier face à Poutine, pour obtenir ce qu'il veut des discussions. Sinon, la Russie perd plus de 300 milliards de dollars. Il y a ensuite ce que le Royaume-Uni fait actuellement. La Grande-Bretagne conserve les 22 milliards d'actifs russes gelés qu'elle possède. Mais en ce qui concerne les intérêts que ces actifs génèrent, c'est un jeu équitable. Le Royaume-Uni utilise essentiellement les revenus générés par les actifs russes, qu'il détient pour fournir le prêt de 2 milliards 840 millions à l'Ukraine. C'est un compromis astucieux. Les actifs gelés du Royaume-Uni peuvent encore servir dans les futures négociations ou pour la reconstruction de l'Ukraine le moment venu. Structurer l'accord en prêt permet au Royaume-Uni d'éviter d'utiliser des fonds générés par les actifs russes. Le Royaume-Uni ne prend pas d'argent de la Russie. Il permet à l'Ukraine d'emprunter cet argent. L'Ukraine obtient l'accès immédiat aux fonds nécessaires, tandis que les actifs gelés restent protégés pour une utilisation ultérieure. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact pour le prêt traditionnel, comme nous l'expliquerons dans un instant. Pour l'instant, prêter à l'Ukraine les revenus générés par les actifs russes semble être le plan. Cependant, le Royaume-Uni pourrait aussi décider d'une autre utilisation des actifs russes gelés. Peu avant l'annonce par le Royaume-Uni d'un important prêt à l'Ukraine, David Lammy, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, a mentionné une autre idée. Il a affirmé qu'il était temps pour la Grande-Bretagne de durcir sa position sur Poutine, incluant le dégel des actifs russes pour soutenir l'Ukraine. L'Europe doit agir vite, selon Lammy, et passer du gel à la saisie des actifs. Lammy a également déclaré au Parlement britannique qu'il soutiendrait toute législation d'urgence proposée qui rendrait cette saisie possible et permettrait aux actifs russes de servir l'Ukraine. Lammy a souligné que la Grande-Bretagne ne devrait pas agir seule à ce sujet. Le gouvernement ne peut pas agir seul sur cette question. Nous devons agir avec nos alliés européens, a-t-il souligné, insistant sur l'importance de l'Europe. L'Union européenne détient 250 milliards de dollars d'actifs russes gelés, soit 10 fois plus que le Royaume-Uni. Si la vision de Lammy se concrétise, ces actifs et ceux du Royaume-Uni pourraient être dégelés pour créer un paquet d'aides exceptionnelles de plus de 240 milliards de dollars pour l'Ukraine. Cela ne se produit pas encore. Cependant, le fait qu'un politicien britannique aussi en vue en parle suggère que l'idée circule. Le Royaume-Uni prête actuellement de l'argent à l'Ukraine en utilisant les intérêts de ses actifs russes gelés. Il n'est pas non plus le seul. Le 24 février, 6 jours avant l'annonce du prêt basé sur les actifs du Royaume-Uni, le Canada a déclaré qu'il allait également financer l'Ukraine. Une fois de plus, ces fonds viendraient d'actifs russes gelés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé une aide massive de 5 milliards pour l'Ukraine, financée par les intérêts des actifs détenus par le Canada. Trudeau a fait cette annonce pour marquer les 3 ans de l'invasion de Poutine, réaffirmant le soutien du Canada à la lutte de l'Ukraine. Ce n'est pas un conflit que l'Ukraine a voulu, provoquer ou demander de quelque manière que ce soit, a déclaré Trudeau lors d'un sommet à Kiev qui marquait le 3e anniversaire de l'invasion de Poutine. C'est une guerre commencée pour une seule raison, et une seule raison, le désir de la Russie d'effacer l'histoire ukrainienne et d'agrandir leur empire. Les 5 milliards promis par le Canada sont la première tranche des revenus générés par les actifs russes, gelés du Canada, qui sont dus à l'Ukraine. Le Canada a promis de renoncer à cet argent pendant plusieurs années, tout en poussant ses partenaires européens à faire de même. L'UE n'est peut-être pas tout à fait prête à le faire. Toutefois, l'aide de 2,84 milliards de la Grande-Bretagne montre que les partenaires du Canada sont attentifs. La décision de Trudeau pourrait marquer un tournant. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. La décision de Trudeau de donner 5 milliards de dollars d'actifs russes gelés à l'Ukraine a probablement facilité la mise en place par le Royaume-Uni de son propre plan similaire. La barrière des actifs est tombée au Royaume-Uni comme au Canada. Cela soulève néanmoins 2 questions intéressantes. Comment seront utilisés les 2,84 milliards saisis dans les fonds russes? Et pourquoi le Royaume-Uni fait-il cela maintenant? Le Kyiv Independent répond partiellement à la première question. Il indique que le prêt fait partie de l'initiative de crédit Extraordinary Revenue Acceleration, du groupe des 7, ou G7. Le G7 a créé ce mécanisme pour fournir jusqu'à 1 milliard de soutien financier non remboursable à l'Ukraine. Il combine des prêts bilatéraux individuels fournis par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ainsi qu'une facilité de prêt d'assistance macro-financière créée par l'UE pour permettre à toutes ces nations membres de contribuer. Les États-Unis contribueront à la majeure partie du prêt d'1 milliard, environ 1 milliard, l'UE fournissant 1 milliard combiné. Le reste proviendra du Canada, du Japon et du Royaume-Uni, ce dernier fournissant un total de 2,8 milliards de dollars, la somme qu'il vient de promettre à l'Ukraine. Remarquez l'emploi du terme non remboursable. Cela éclaire d'un jour nouveau les 2,84 milliards que le Royaume-Uni vient de prêter à l'Ukraine, et explique pourquoi ce n'est pas un prêt ordinaire. C'est essentiellement un prêt de nom.
On ne s'attend pas à ce que l'Ukraine rembourse spécifiquement l'argent, parce qu'il était financé par les intérêts et les revenus générés sur les actifs russes gelés que détient le Royaume-Uni. Les 2,84 milliards sont essentiellement une subvention sous un autre nom, le mécanisme de prêt, étant un outil diplomatique que les nations du G7 peuvent utiliser pour prétendre qu'elles ne donnent pas les actifs gelés de la Russie à l'Ukraine. Le ministère des Finances de l'Ukraine est peu loquace sur la façon dont le pays dépensera les fonds. Il servira à acquérir des équipements de défense selon les besoins ukrainiens. En d'autres termes, il sera dépensé en armes pour combattre la Russie. Nous connaissons désormais l'utilisation des fonds par l'Ukraine, et les détails sur leur mécanisme d'attribution. Mais pourquoi le Royaume-Uni a-t-il choisi ce moment pour accorder son prêt exceptionnel? Une partie de la raison est liée à l'engagement que nous venons d'évoquer. Selon l'Extraordinary Revenue Acceleration, le Royaume-Uni était tenu de fournir 2,8 milliards de dollars à l'Ukraine, qui provenaient des actifs gelés de la Russie. Cela aurait été la fin de l'histoire, si ce n'était le fait que les États-Unis, qui ont un engagement de 20 milliards dans le même programme, n'ont livré qu'1 milliard de prêts Extraordinary Revenue Acceleration à l'Ukraine. Les États-Unis ont en fait rempli leur engagement en transférant les 20 milliards de dollars complets au fonds d'investissement financier de la Banque mondiale pour l'Ukraine en décembre 2024, bien que seulement 1 milliard de dollars ait été dispersé jusqu'à présent. Quelque chose ne va pas avec ces chiffres. Le Royaume-Uni a honoré son engagement total alors que les États-Unis n'ont livré qu'un 20e de leurs promesses. Cette comparaison est trompeuse car les fonds américains sont structurés pour un décaissement progressif jusqu'en 2027, similaire à l'approche du Royaume-Uni de faire 3 paiements annuels de 950 millions de dollars. La livraison de ces fonds par le Royaume-Uni semble montrer plus qu'un simple engagement, avec un timing intéressant. Cette situation survient alors que les relations américano-ukrainiennes se dégradent. Les tensions entre les deux ont émergé avant même le début de la guerre. Quand Zelensky a été élu en avril 2019, Trump, alors à son premier mandat présidentiel, l'a appelé pour le féliciter d'avoir remporté une élection incroyable en Ukraine. Cependant, au cours de l'année, Trump a commencé à alimenter des allégations selon lesquelles Joe Biden, le candidat démocrate pour les prochaines élections présidentielles, faisait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renvoie son procureur en chef. Trump a affirmé que la raison était de ralentir les enquêtes sur Burisma, une entreprise énergétique pour laquelle Hunter, le fils de Biden, était membre du conseil d'administration. En juillet 2019, Trump a demandé à Zelensky d'enquêter sur cette affaire. Les allégations contre Hunter Biden se sont révélées fabriquées par la suite. Cet appel téléphonique avec Zelensky serait également à l'origine de la première mise en accusation de Trump. Cela aurait pu créer les bases pour que Trump en veuille à Zelensky plus tard. Biden était président quand Poutine a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale en février 2022. Trump a prétendu qu'il mettrait fin à la guerre en un jour s'il était élu en mars 2023. La campagne de Trump étant marquée par de petits accrochages avec Zelensky. En septembre 2024, Zelensky a déclaré que Trump ne savait pas vraiment comment arrêter la guerre, même s'il pensait peut-être le savoir. Trump a répondu le même mois en prétendant que Zelensky faisait de méchantes petites insinuations. Pourtant, tout semblait aller bien entre les deux lorsque Trump a remporté l'élection de novembre 2024. Zelensky a félicité Trump pour sa victoire. Trump a également proclamé qu'il était temps de conclure un accord en janvier 2025, ajoutant qu'il serait contraint d'imposer de nouvelles restrictions économiques à la Russie, si Poutine ne jouait pas le jeu. La relation entre Zelensky et Trump a commencé à se dégrader le 18 février aux États-Unis. La délégation a rencontré les Russes, en Arabie Saoudite, pour discuter des conditions de fin de la guerre en Ukraine. Cette réunion n'incluait pas Zelensky ou aucune nation européenne. Zelensky a affirmé que la réunion avait eu lieu dans le dos de l'Ukraine, Trump déclarant qu'il était déçu de la réaction du président ukrainien. Trump a qualifié Zelensky de dictateur, affirmant qu'il avait fait un travail terrible et convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le 28 février, Zelensky et Trump ont eu une réunion tendue à la Maison-Blanche. Les deux se sont affrontés sur plusieurs questions, Trump accusant Zelensky de manquer de respect. Puis Trump a fait une affirmation qui a peut-être incité le Royaume-Uni à agir. « Vos gens sont très courageux », a dit Trump à Zelensky, « mais vous allez soit conclure un accord, soit nous partons. Si nous partons, vous vous débrouillerez. » Ce n'était pas une menace en l'air. Le 3 mars, 2 jours après l'annonce par le Royaume-Uni de son prêt de 2,840 milliards à l'Ukraine, les États-Unis ont annoncé qu'ils suspendaient et révisaient toute aide militaire à garder. Comme le rapporte Politico, tout l'équipement américain promis à l'Ukraine qui n'est pas déjà sur les lignes de front sera suspendu. Cela inclut l'équipement en transit. Il sera retenu sur place ou renvoyé aux États-Unis. Il semblerait que Trump veuille pousser Zelensky à signer un accord avec les États-Unis sur les minéraux rares, pouvant mener à des négociations plus vastes pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Dire que les derniers mois ont été un tourbillon pour Trump et Zelensky serait un euphémisme, et le Royaume-Uni a été attentif. Sa décision de livrer les 2,8 milliards de dollars qu'il s'était engagé à envoyer à l'Ukraine pourrait avoir été motivée, en partie, par la relation tendue entre Trump et Zelensky. Le Royaume-Uni ne peut pas prévoir à quoi ressemblera cette relation la semaine prochaine, sans parler des prochains mois. En versant les 2,8 milliards en mars, le Royaume-Uni a probablement évité de justesse d'être entraîné dans le conflit Trump-Zelensky. Le Royaume-Uni a structuré ce prêt en 3 versements égaux sur les 3 prochaines années, signifiant que le montant total était réservé mais pas encore entièrement distribué. Imaginez que Trump ait fait pression sur le Royaume-Uni pour qu'il cesse toute aide à l'Ukraine. Ayant déjà accordé ce prêt, le Royaume-Uni pourrait soutenir qu'il a déjà envoyé de l'argent à l'Ukraine qu'il ne peut pas récupérer, lui permettant de trouver un équilibre où il maintient sa relation avec Washington et Kiev. Toutefois, avec les 2 tiers du prêt encore en suspens, les États-Unis pourraient faire pression sur le Royaume-Uni pour stopper les paiements restants. Le prêt du Royaume-Uni à l'Ukraine pourrait être vu comme une manière de se démarquer de la politique américaine envers ce pays. Des signes d'une possible scission ont été observés le 1er mars, lorsque le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a rencontré Zelensky à Londres, le jour où le Royaume-Uni a accordé le prêt. Starmer a exprimé à Zelensky le soutien total du Royaume-Uni à l'Ukraine lors d'une étreinte avec le leader ukrainien. Le prêt de 2,8 milliards est présenté comme un signe du soutien inébranlable et continu de la Grande-Bretagne pour le peuple ukrainien. Starmer envoie peut-être un message subtil à Trump avec ce prêt. Malgré les hauts et bas de la relation entre Zelensky et Trump, la Grande-Bretagne prouve aux États-Unis que sa politique étrangère restera indépendante des décisions américaines. Alors que Trump suspend l'aide militaire pour montrer sa force, la Grande-Bretagne prête 2,8 milliards en signe de solidarité. Il reste à déterminer l'impact sur les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Il a été suggéré que Starmer et le président français Emmanuel Macron envisagent d'accompagner Zelensky lors de sa prochaine visite à la Maison-Blanche. La Grande-Bretagne semble jouer les médiateurs entre 2 nations supposées alliées. D'une part, il octroie un prêt spécial à l'Ukraine. D'autre part, il sert de médiateur entre Trump et Zelensky pour aider le duo à remettre leurs relations sur les rails. Le Royaume-Uni pourrait jouer la carte du long terme avec son nouveau prêt. La question restante est le sort des actifs russes, gelés au Royaume-Uni et en Europe. La réponse pourrait prendre du temps. Malgré la proposition de David Lammy de dégeler les actifs et de tous les envoyer en Ukraine, beaucoup en Europe s'y opposent. Cela inclut Macron, qui a rencontré Trump peu avant l'annonce du prêt du Royaume-Uni. Nous avons 250 milliards d'actifs russes gelés en Europe, mais cela ne nous appartient pas, dont ils sont gelés, a déclaré Macron lors de la réunion. Si à la fin de la journée de négociation avec la Russie, ils acceptent de nous le donner, super. Macron propose que la Russie abandonne des actifs lors d'un accord de paix, les utilisant comme levier de négociation. Le président français se montre méfiant quant à l'utilisation des actifs gelés pour aider l'Ukraine. Cela soulèverait de sérieuses questions juridiques sur le principe d'immunité qui est censé s'appliquer aux actifs souverains, ce qui minerait l'Europe. La Grande-Bretagne pourrait ne pas être d'accord. L'AMI affirme que l'Europe devrait débloquer et utiliser les actifs russes, suggérant que le Royaume-Uni pense que la Russie a renoncé à son immunité d'actifs, en contestant la souveraineté de l'Ukraine. L'immunité souveraine devrait-elle s'appliquer à une nation qui a montré qu'elle est prête à ignorer totalement le statut souverain d'un autre pays? C'est une question pour un autre jour. Le Royaume-Uni a accordé une aide de 2,8 milliards à l'Ukraine, alors que les États-Unis suspendent leur soutien à Kiev. Comment pensez-vous que cela va affecter la relation du Royaume-Uni avec les États-Unis? Y a-t-il des armes spécifiques que vous pensez que l'Ukraine devrait utiliser les 2,8 milliards de dollars pour acheter? Et où voyez-vous aller ensuite ce drame politique entourant la guerre? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci comme toujours d'avoir regardé la vidéo.